Alors, bonjour Monsieur David Dickens. Bonjour. Alors comment allez-vous? Très bien, on est très heureux d'être ici aujourd'hui, de faire cette séance de dédicace du livre des grandes gueules. Ouais. Ça fait plaisir de rencontrer les gens qui nous suivent comme ça, d'échanger. Ouais. C'est un moment très agréable. En tout cas, je vous félicite pour le travail que vous faites sur l'émission à l'RMC. Merci. Et je trouve que vous apportez beaucoup à l'émission, franchement. Ah ben écoutez, ça me touche considérablement. C'est pas pour vous flatter. Hein. Non mais j'ai bien compris. C'est la stricte vérité, je l'entends comme ça. Vous apportez beaucoup de peps. Merci. Et franchement, c'est un plaisir. Merci infiniment. Je viendrai voir la chaîne YouTube, la Diaspora Consciente. Ouais. Et j'espère pouvoir faire partie des membres de ce collectif. Alors, bravo pour l'initiative. Comment dire? Alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui dans cette librairie en fait? Alors en fait, le livre des grandes gueules, les secrets des grandes gueules vient de sortir. Et donc Olivier Truchot et Alain Marchal, qui sont les deux pierres angulaires de cette émission, font des dédicaces chaque semaine dans les librairies, dans les FNAC, un petit peu partout à Paris et en France. Ouais. Et pour aujourd'hui, comme c'est à Paris, ils nous ont conviés, les GG parisiennes, pour venir dédicacer le livre à leur côté. Est-ce que vous-même, vous êtes un secret des GG, vous? Non, moi, je sais pas. Ma vie est un livre ouvert. Je n'ai pas de secret. Non, dans la mesure que vous apportez un must à l'émission. Non, je pense que ce qui est vraiment intéressant, il n'y a pas d'autres émissions dans le PAF français qui permettent de réunir des personnalités différentes, des gens de sensibilités politiques différentes, des gens issus de la diversité. Est-ce que vous connaissez un programme autre que les grandes gueules de RMC où vous avez des Maghrébins, des Africains, des Antillais réunis pour échanger et discuter, et sans que ce soit un étendard qu'on brandit? Je veux dire, on n'embrasse pas de croisade, on n'est pas là pour incarner les gens issus de la diversité. On a été pris parce qu'ils ont jugé qu'on avait quand même un talent et qu'on avait des arguments, des idées arrêtées, qu'on était capable de les défendre. C'est la raison pour laquelle on est là. On n'est pas là parce qu'on est des personnalités issues de la diversité, mais quand même, tout le monde ne fait pas ce pari-là de réunir des gens comme nous. Et moi, je prends un pied considérable dans cette émission. C'était un petit peu difficile au début. Ce qui était difficile, c'est effectivement la notoriété que l'exposition apporte. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai dépassé tout ça. Et c'est un vrai plaisir chaque semaine d'aller faire cette émission. Alors, deux petits mots en politique, ça vous dérange pas, non? Absolument pas. Je crois que c'est assez clair dans l'émission. Je suis un soutien de Macron, mais un soutien de Macron, ça ne veut pas dire que je suis aveugle et que les choses qui ne vont pas, je ne suis pas capable de les souligner. Donc voilà, je suis un soutien, mais j'ai tendance à dire que quand on soutient, ça oblige à une vigilance accrue. Et donc voilà, la loi asile-immigration ne m'a pas convenu, je l'ai exprimé. Monsieur Dickens. Il y a plein de choses comme ça, quoi. Monsieur Dickens, David Dickens, entre le Macron qu'on a vu à la présidentielle il y a un an, que j'ai beaucoup apprécié, je dois quand même reconnaître qu'il y a une différence de langage et de comportement, et le Macron qu'on a aujourd'hui. Comment comprenez-vous ce changement de discours, de dialogue et de rapport aux Français? Alors moi, je ne nourris pas l'idée selon laquelle les hommes politiques aux seuls motifs qui sont politiques auraient des vertus meilleures que les nôtres. Donc ça veut dire que quand Emmanuel Macron était en campagne, il faisait des promesses de campagne, et pour moi c'était des promesses de campagne. Soutenir quelqu'un, un homme politique, c'est pas simplement parce qu'il est homme politique que c'est quelqu'un de vertueux, qui ne ment pas, qui ne cherche pas à se mettre en avant, à forcer le passage. Enfin voilà, tous les défauts que vous pouvez avoir, vous et moi, les hommes politiques les ont. Donc ça veut dire que les promesses qui ont été faites pendant la campagne, elles n'engagent que celui qui les fait. Voilà, moi je suis pas crédule au point d'imaginer que parce que quelqu'un est un homme ou une femme politique, eh bien tout ce qu'il dit, il le fera. On voit en ce moment en Europe qu'il y a une vague populiste qui monte, qui arrive et qui est déjà pratiquement en France, je dirais, c'est mon point de vue. Comment pensez-vous que la politique française pourra s'en sortir et évacuer ce malaise? Moi, je ne crois pas non plus à cette vague politique. Vous savez, populiste, vous savez, la spécificité des grandes gueules, c'est surtout de ne pas reprendre les éléments de langage des journalistes. On n'est pas journaliste. Donc si on peut éviter de citer ces éléments de langage du journalisme, il n'y a rien de plus qui me répile que ça. Quand vous citez les éléments, quand vous citez la
la montée du populisme, vous devriez aussi citer le fait que depuis plusieurs années, les personnalités préférées des Français sont Zidane, Jamel et Zinedine. Ah, je suis d'accord. Donc ça veut dire que c'est pas un populisme général, institutionnel et structurel français. Ouais. On peut dire qu'il y a des populistes en France. Là, je vous rejoins. Mais par contre, dire que la France est populiste, je pense que c'est une erreur. Et je vous dis non, j'ai dit qu'il arrive en France. Ouais, mais je crois pas. Je crois pas. Le populisme, si la France était un pays populiste, on n'aurait pas Jamel, Zinedine et Omar comme personnalité préférée des Français, non? Donc, non, c'est pas mal dit, c'est bien dit. Donc je pense qu'effectivement, il y a des gens populistes, il y a des gens racistes, mais ça fait pas de la France un pays populiste et un pays raciste. C'est mon point de vue, il n'engage que moi. Que pensez-vous en fait du remaniement de Gérard Collomb qui est parti, qui quitte Paris, enfin le ministre de l'Intérieur pour aller dans la ville de Lyon? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? J'en pense rien, il est libre de ses choix. C'est étrange, je trouve que là encore il y a un paradoxe. Il y a quelque temps on disait que tous ces gens étaient des godillots qui obéissaient comme des vassaux à Emmanuel Macron. Et là, les uns après les autres, ils expriment, Nicolas Hulot exprime son mécontentement, il part. Collomb exprime son mécontentement, il part. Et là, curieusement, tout le monde dit que c'est la Bérésina, que c'est n'importe quoi. Non, moi je trouve qu'il se sentait plus bien, il est parti, et c'est plutôt honorable de sa part. Et après le remaniement, alors je sais que tout le monde trouve que ça prend trop de temps, comme si on pouvait trouver un ministre de l'Intérieur comme ça. Moi je trouve que c'est plutôt rassurant de voir qu'ils prennent le temps nécessaire pour trouver la bonne personne pour la mettre à ce poste. Dernière chose, parce que je sais que vous avez du travail là, Macron il est parti aux Antilles il n'y a pas longtemps, et on sait qu'aux Antilles il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes du chlordécone, le problème de l'eau en Martinique, absolument. Le CHU de Pointe-à-Pitre qui s'est incendié il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de solution, l'ouragan Irma à Saint-Martin. Et moi, mon point de vue, c'est de voir qu'un Macron qui va aux Antilles et qui, pour moi, n'a pas vraiment été à l'écoute des vrais problèmes des Antilles. Et on voit quoi? Un doigt d'honneur. Comment comprenez-vous ça en fait? Alors, moi, franchement, je suis pas très sensible à ces polémiques, encore une fois. Non, pas forcément droit d'honneur, mais aux problèmes que nous avons. Alors, c'est vrai que le problème du chlordécone, c'est les problèmes de glyphosate, les problèmes des algues, les problèmes des hôpitaux, notamment des hôpitaux publics. C'est vrai qu'on vit avec ce genre de problèmes auxquels il faut faire face. Après, j'ai vu notamment un entretien assez ubuesque entre des agriculteurs et Emmanuel Macron, qui ne semblait pas véritablement au fait de la situation précise. En fait, on proposait à un agriculteur des parcelles qui ne seraient pas touchées par la pollution, et il se trouve que c'est quelque chose qui est complètement un fantasme, puisque la totalité, franchement, du domaine agriculture aux Antilles est considérablement touchée par ces problèmes. Il y a eu des déficiences, elles ne viennent pas nécessairement d'Emmanuel Macron mais des précédents gouvernements, et maintenant il est à 18 mois de la présidence de la République. On peut espérer qu'à la fin de ce mandat ces choses seront résolues. Effectivement, moi j'ai de la famille à Saint-Martin qui a été rapatriée en France, qui vit en France depuis un peu plus d'1 an aujourd'hui, et rien ne s'est passé du tout à Saint-Martin. Donc ça, c'est véritablement un problème. Je pense qu'il en a pris conscience lors de sa visite aux Antilles. Ouais. Maintenant, j'attends de voir, et je pense qu'on pourra se prononcer précisément sur des faits et pas sur des impressions ou des sentiments ou des émotions dans quelques temps. Dernier point de vue, aspect. Est-ce qu'en France, vous pourriez dire en fait qu'il y a une alternative à Macron? Sinon, quelle serait-il en fait? On en parlait justement dans l'émission hier. Je pense qu'effectivement le dégagisme dont a parlé Mélenchon, tous les partis d'opposition en sont victimes aujourd'hui. On voit Marine Le Pen empêtrée encore aujourd'hui, ça a été annoncé ce matin, dans des soucis judiciaires. Donc effectivement, je pense que la réussite de Macron est proportionnelle à l'absence d'opposition aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce soit véritablement sain de ne pas avoir d'opposition. Et j'espère que tous les partis vont pouvoir se remettre de ce traumatisme de manière à créer une véritable opposition en France et d'avoir un débat politique qui soit nourri et construit. Et donc le fait, vous trouvez qu'il n'y a pas d'opposition? Qu'est-ce qui justifie en fait? Non, il n'y a pas d'opposition. Il y a des gens qui se réclament les principaux opposants. Il y a des gens qui revendiquent ce statut-là. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de véritable opposition. D'accord. C'est regrettable. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur David Dickens. Merci à vous. Et bonne continuation au GG. Et continuez à apporter du plus dans cette émission et à rehausser le niveau d'émission. Merci beaucoup. Tiens, Béret, pas Molly, c'est Molly. Merci. Ok, à bientôt. Ciao les frères. Ciao.